Bonjour à toutes et à tous. Avec Arthur, on est ravis de vous accueillir pour cette dernière journée des Journées culturelles de l'édition 2024. Vous venez d'entendre un extrait d'une entrevue enregistrée dans le cadre du projet Spectra, un projet à l'écoute des voix du spectre autistique. Ces tête-à-tête, ils ont été enregistrés dans les studios de Radio Grenouille qui nous accompagnent depuis ces 3 derniers jours. Et il est là pour amorcer le sujet du jour, qui est d'orienter nos discussions autour de la mise en place de projets intergénérationnels culturels. Pour cela, on va s'appuyer sur l'expérience de 3 professionnels du secteur, ainsi que de Michel, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Michel est l'un des résidents de l'EHPAD Roger Duquesne. 94 ans. Voilà. On peut l'applaudir. Donc avant de les présenter et de parler de leur projet, une petite mise en contexte pour vous expliquer ce choix que nous avons eu de mettre à l'honneur, ces projets à destination des personnes âgées. En fait, quand on a réfléchi à l'organisation de cette table ronde, on avait cette envie de promouvoir les projets qui sont faits à destination des publics qu'on peut appliquer, qu'on peut expliquer comme empêchés. Et en fait, au fil de nos discussions, on a trouvé qu'il était pertinent de nous pencher sur le sujet de l'intergénérationnel, surtout au vu du contexte actuel où la société, les médias nous montrent encore une fois qu'il y a une fracture générationnelle. Et il faut le dire, nos aînés aujourd'hui représentent une part importante de la population française. L'INSEE l'affirme en 2019, il y a plus d'un quart des Français qui ont plus de 60 ans. Et ce chiffre, il fait que d'augmenter d'année en année parce que l'espérance de vie augmente et à l'inverse, le taux de natalité diminue de plus en plus. Si bien qu'en 2060, l'INSEE prévoit que cette proportion passe d'un quart à un tiers. C'est bien pour ça qu'il nous paraissait important de les mettre en avant, de mettre en avant le travail de ces femmes et de ces hommes qui luttent au quotidien contre la sédentarité et l'isolement de ces personnes âgées, et ce, à travers les projets culturels. Alors aujourd'hui, on va débuter par cette table ronde, d'où le sujet qui est les projets intergénérationnels, qui est une solution pour lutter contre l'isolement de ces personnes âgées. Puis dans un second temps, cet après-midi, vous aurez accès à 2 ateliers. Un premier atelier autour d'un jeu de loi grandeur nature, puis un autre où vous pourrez dessiner votre atelier culturel dans un centre d'EHPAD, un atelier qui vous semblera idéal et pertinent pour ce public. Maintenant, je vais présenter les personnes qui sont avec nous sur le plateau. On va commencer avec Sandra Bruyé, qui est responsable de l'animation à l'EHPAD Roger Duquesne à Aix-en-Provence. À sa gauche, Michel, qui est résident également à l'EHPAD depuis plus de 8 ans et qui participe à toutes les activités qui sont mises en place au sein de l'EHPAD. Puis Natacha Cousin, trésorière de l'association ICOS, une association qui est née dans le cadre des projets culturels mis en place à l'IMPGT, et on est très très fiers de pouvoir parler de ces projets qui perdurent à la suite de cette formation. Et pour terminer, Camille Nofray, qui est artiste, coordinatrice artistique et responsable du projet LBO Centre d'Art. Merci à vous d'être présentes et présents. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous propose une petite question un peu ouverte pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, en vous demandant pourquoi vous avez choisi de vous investir dans la mise en place de projets intergénérationnels, que ce soit à travers votre activité à l'EHPAD, que ce soit à travers du prisme artistique ou des opérateurs culturels qui opèrent donc du coup dans ces structures-là. Pourquoi ça vous paraît important aujourd'hui de s'investir dans ce qu'on pourrait qualifier presque même de cause ? Exactement. Ah, c'est moi qui commence. Qui veut ? Bonjour à tous. En fait, l'intergénérationnel vient très naturellement. Il se fait, même automatiquement, rien que par notre présence en structure pour personnes âgées. Déjà, là, l'écart, il y est déjà. Et une maison de retraite, c'est une mini-société. C'est une mini-communauté. Et cette mini-communauté ne peut pas être détachée de la communauté un peu plus grande. Donc forcément, l'intergénérationnel, c'est une évidence.
Vraiment, c'est une évidence. Il y a ce besoin de rencontre avec l'autre et la rencontre avec l'autre ne prend pas en considération l'âge de la personne. Et voilà, puis après, il y a une attente aussi. C'est bien d'être avec les personnes âgées, mais c'est bien d'être avec les personnes tout court. Bonsoir ou bonjour. Ce que je peux dire, alors moi je travaille et je représente la compagnie Zirlib qui est dirigée par le metteur en scène Mohamed El Khatib, qui est parce qu'il est souvent accueilli, par exemple, par le Théâtre du Bois de l'Aune. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des spectacles. Mohamed a une entrée documentaire, c'est-à-dire que pour lui, le spectacle est avant tout un prétexte de rencontre, et on invite des personnes de la société civile à venir témoigner eux-mêmes de leur trajectoire de vie. Il s'avère qu'on s'est intéressé à la question de la vieillesse, vraiment, je pense, avec le Covid particulièrement. Je pense que ça nous a tous renvoyé une image choquante de la manière dont, à un moment donné, la vieillesse a été mise de côté, non accompagnée dans les rituels funéraires, qu'on a pris vraiment conscience de la fracture géographique, symbolique qui existait. Et on a commencé à s'interroger à la question du désir des personnes dites âgées, des vieux. Nous, on appelle ça des vieux. Des vieux et des vieilles. C'est-à-dire non plus comme forcément des objets de soins qui objectivent en fait l'individu, mais aussi de se dire aujourd'hui, ce sont des sujets qui ont des désirs, des droits culturels. Et on s'est intéressé à la question de la vie amoureuse, de la vie intime et sexuelle, puisque quand on allait rencontrer des aînés dans les EHPAD, ces questions-là sont ressorties aussi. Et à l'issue de ça, on a développé les projets qu'on va sans doute parler aujourd'hui. Mais pour nous, c'était important de se dire que dans ces établissements-là, mais dans cette génération-là, chaque personne est un patrimoine vivant, a quelque chose à nous apprendre, puisque même si chaque génération répond à sa manière à des questions existentielles, sociales et politiques, on se pose tous les mêmes questions à un moment donné. Et moi, personnellement, j'ai aussi, au-delà de ce que cette génération peut m'apprendre, j'ai besoin aussi de me projeter dans cette vieillesse, puisque je vais, si tout se passe bien, devenir vieille aussi. Et que je crois que j'ai besoin aussi de pouvoir me projeter pour en avoir moins peur, tout simplement, pour pouvoir moi-même me projeter comme un sujet de désir et pouvoir aborder la question de la vieillesse de manière sereine, puisque c'est ce qui nous attend aussi. Donc, plutôt que de le mettre à l'écart et de l'invisibiliser, de se mettre en rencontre, en curiosité. Merci beaucoup. Un petit mot, Natacha. Pourquoi ça a du sens pour toi, toi qui travailles du coup au sein d'un opérateur culturel, d'une association, pourquoi ça a du sens pour toi de proposer des projets avec ce public-là ? Je pense que ma réponse va être un peu à la croisée des vôtres, mais nous aussi on a eu un peu le déclic du projet après le confinement. Est-ce que ça a mis en lumière sur l'isolement en France et en particulier l'isolement des personnes âgées, et même si en effet en EHPAD, on peut se dire en fait c'est quand même c'est une communauté, ils sont pas vraiment isolés puisqu'ils vivent ensemble, etc. Quand même, ce fait de ne pas être en contact avec tous les groupes de la société, c'est extrêmement particulier, et c'est le cas donc de plein de communautés qui vivent dans des contextes un peu plus cloisonnés, etc. Mais intergénérationnellement, on se dirait pas, je sais pas, dans une école, que les enfants ne soient jamais en contact avec d'autres générations, ça ferait pas sens. Et on a besoin aussi d'être en dialogue, en rencontre avec toutes les générations pour construire ensemble, pour grandir, pour évoluer. Et on s'est rendu compte que dans les EHPAD, il y avait une vraie demande pour accueillir la jeunesse, pour aussi rencontrer d'autres personnes, parce que c'est une forme d'ouverture sur le monde, et pour les jeunes aussi, à l'inverse, nous de faire ces projets avec d'autres générations, c'est une vraie rencontre en fait dans les deux sens, ça permet beaucoup de transmission,
et pas que de la transmission de la mémoire. Enfin, nous, c'est vrai. Enfin, moi, ça a vraiment été une des grosses révélations des points que je retiens beaucoup de notre aventure, c'est que les personnes âgées, c'est pas non plus juste des mémoires vivantes, elles se cantonnent pas juste à leur passé, à ce qu'elles ont vécu avant. En fait, elles ont encore plein de choses à dire, elles pensent encore à plein de choses, elles se posent des questions sur l'avenir, et c'est super de pouvoir mettre ces paroles-là en avant et de les partager. Et on aura l'occasion donc de présenter un peu plus en détail tout ce que vous faites avec des focus sur vos projets. Donc on va vite y revenir. Mais d'abord, nous, ça nous intéressait aussi de comprendre comment on faisait, en fait, alors qu'on soit opérateur culturel ou qu'on soit une structure, qu'on soit un EHPAD, comment on fait pour accueillir dans ses murs, dans son centre, un projet comme ça? Quelles sont les étapes? Comment on finance tout ça? Alors encore une fois, c'est une question que j'ouvre et que je pose à tout le monde, donc la réponse sera sûrement nourrie des différents points de vue, mais ça nous intéressait de savoir. Alors, pour ce qui est du centre d'art, puisque nous, je vais représenter aujourd'hui du coup le projet de centre d'art que nous avons initié en Savoie, dans un EHPAD près de Chambéry, qui est un modèle que nous essayons d'essaimer à d'autres territoires, dont le territoire aixois. En fait, des rencontres. Encore une fois, le fait de pouvoir se déplacer dans ces établissements-là. C'est-à-dire que Mohamed El Khatib est en train de créer un prochain spectacle qui s'appellera La vie secrète des vieux et qui du coup s'intéresse à la question de l'intimité, de la sexualité des personnes de plus de 75 ans. Donc voilà, à suivre aussi dans votre actualité théâtrale aixoise. Et donc pour ça, on a mené une série d'entretiens dans les EHPAD pour recueillir cette parole-là. Et donc nous sommes allés à Chambéry. Donc dans cet EHPAD-là, il faut dire aussi que Mohamed El Khatib à ce moment-là était artiste associé à l'espace Malraux, qui est une scène nationale à Chambéry. Donc le lien était facilité aussi par un opérateur culturel qui avait sans doute déjà l'habitude et identifié un EHPAD qui avait envie d'accueillir des activités ou une présence artistique. Et donc au moment de partir, la directrice, Clotilde Roger, nous a dit, en fait, c'est super, avec vous, les artistes, quand vous arrivez, il y a quelque chose qui se produit, il y a un frottement inédit qui crée quelque chose et puis plus rien, quoi. Et puis il faut refaire des dossiers. Et puis et en fait, elle pointait de manière assez juste le fait que tout ça était assez éphémère, que ce qu'on appelle action culturelle finalement était résiduelle et que ça provoquait en fait des désirs, mais que finalement ça n'était pas permanent. Et donc ça nous a un peu piqué au vif et on s'est dit tiens, comment on pourrait imaginer un projet où la question de l'art serait une question permanente et pourrait accompagner les résidents et le personnel, puisque c'est tout un écosystème avec le personnel administratif, hôtelier, mais aussi personnel soignant. Et donc de là est né le projet. Donc, mais ça a été de ce constat en fait partagé que finalement la présence des artistes dans les EHPAD était encore trop des épiphénomènes et que on devait se poser la question d'intégrer l'art de manière plus pérenne. Ça, c'est une des premières choses. Et de là est né un programme de résidence artistique où quasiment chaque mois, un artiste est venu inventer un protocole d'écriture et de rencontre avec les résidents, mais ça j'en parlerai dans les modalités peut-être un peu plus tard. On s'est lancé dans ce projet complètement expérimental, vu que aussi ça posait la question de l'art globalement, c'était pas qu'un programme de résidence, mais se posait la question aussi de l'esthétique, du beau, mais aussi de la manière dont on ne pouvait pas imposer notre bon goût. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que l'art dans un EHPAD? Est-ce qu'on n'est pas là déjà pour valoriser des pratiques qui existent déjà? Et donc, après un diagnostic sensible, on a inventé le projet au fur et à mesure avec l'équipe de Mohamed El Khatib, dont je fais partie, l'homologue de Sandra, du coup, sur place, l'équipe administrative. Et en même temps, personne ne savait vraiment quelle forme ça allait prendre. Mais vraiment aucune. Et puis, bien sûr, l'espace Malraux qui s'est
absolument positionner tout de suite. Et c'est d'ailleurs un modèle qu'on essaye de reproduire maintenant à chaque fois qu'on fait ce genre de travail, c'est-à-dire un établissement culturel qui nous aide dans la logistique, le pilotage, voilà, et qui a une connaissance tellement ancrée du territoire qu'il va être à l'initiateur de partenaires et va nous aider à ancrer le projet de manière territoriale, puisque Zirlib ne fait pas partie de la région chambérienne, en fait. Zirlib, qui assure le commissariat artistique, la coordination artistique, toute la pensée éditoriale, et puis l'établissement de santé. Donc nous avons, à l'issue de ces premiers mois d'expérimentation, fait une convention tripartite, hein, mais on n'a pas monté une structure à proprement parler. Ça reste un partenariat avec la possibilité aussi du coup pour chacun d'aller capter des financements, puisque des fois ça va être Zirlib qui va être bien positionné, des fois ça va être l'établissement de santé et des fois ça sera à la scène nationale. Donc c'est aussi pour permettre cette liberté-là. Je ne sais pas si je réponds. C'était très complet. Et Sandra, du point de vue de l'EHPAD, donc comment ça se passe? On a une idée, on parle avec les résidents, les résidentes, ils veulent faire des choses et on applique, ou comment ça fonctionne? Alors, théoriquement, notre métier, on est censé partir des résidents. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, dans une maison de retraite, une personne âgée va pas forcément vous dire ce qu'elle attend. Parce que souvent, elles ont plus envie de découvrir. Je pense que je dis pas trop de bêtises, Michel. J'ai toujours envie de découvrir. Et en fait, nous, nos beaux projets qu'on a pu avoir, qui ont vraiment apporté de l'émotion, ça a été effectivement des rencontres. Comme tu dis, c'est vraiment les rencontres. Et pour l'animateur, parce que bon, c'est vrai qu'on dit responsable animation, responsable vie sociale, mais en vrai, ces métiers n'existent pas vraiment. On est animateur, c'est rester ouvert. Rester ouvert, et c'est ainsi qu'on a eu le projet de la radio. C'est un coup de fil et avoir décroché, avoir vu le potentiel, se dire là, il y a quelque chose, on y va, on fonce. Et après, voilà, c'est en parler aux résidents. Mais ils sont toujours partants en vrai, les résidents. Ils sont toujours partants pour tout. Ils aiment découvrir et ils ont cette possibilité aujourd'hui. Parce qu'il faut se dire qu'on n'a pas vécu la même vie. Nous, on a grandi dans cet accès à la culture. On a eu cette chance que la culture est accessible à tous. Moi, je travaille dans un établissement du coup public qui dépend de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Donc, nous avons une population qui n'a pas forcément les moyens d'être dans une maison de retraite privée. On a un public vraiment très, très varié. Et j'ai des personnes qui n'ont jamais eu accès à la culture de leur vie et qui vivent aujourd'hui. En fait, surtout chez les femmes qui, voilà, à l'époque, fallait se marier, on se mariait, fallait élever les enfants, on faisait des enfants. J'ai des exceptions, faut pas croire, on a quand même des femmes bien. Mais il y a quand même beaucoup dans la population des femmes qui, voilà, il fallait élever les enfants, avoir les enfants, tenir une maison, etc. Et en fait, quand les enfants sont partis, des fois quand le mari est parti aussi, ça y est, elles peuvent vivre. Sauf que c'est là où la maladie arrive. C'est là où la dépendance arrive, c'est là où elles sont en maison de retraite. Et si là, nous, on ne vient pas apporter quelque chose, ils ne vont pas nous demander, ils n'ont pas connu. Donc, voilà, c'est là où il faut rester ouvert aux rencontres. Donc là, le projet, là, il me plaît. Dont on va reparler. Hein. Voilà, là, le projet, il me plaît. Et il faut rester ouvert, c'est essayer d'être présent sur les lieux culturels. Par exemple, cette semaine, mercredi soir, j'étais au Grand Théâtre de Provence pour essayer d'avoir des contacts, pour qu'on n'oublie pas aussi la maison de retraite, parce qu'effectivement, la pérennité des projets, c'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de travail, parce que souvent, tiens, on va venir faire un projet, puis après on va aller faire un projet ailleurs. Oui, mais voilà, nous, nos résidents, ils ont aimé, il faut qu'on continue. Et il faut clairement le dire, le système aujourd'hui, pour les personnes âgées, on n'a absolument pas de finances pour le côté culturel. Et c'est là où c'est vrai que quand on a des partenaires, et là, ICOS, vous êtes vraiment super, qui viennent, qui nous aident dans la recherche ou qui font
de la recherche des finances, c'est vraiment important parce que nous, on n'a pas forcément le temps de s'investir sur ces recherches-là. Et voilà, je crois que j'ai un peu dévié, mais bon, excusez-moi. C'était super. Natacha, une petite réaction ou tu penses que tout a été dit? Comment ça se passe de ton point de vue? Enfin, je ne sais pas si la question était à la fois sur un peu la coopération des acteurs et que tu parlais aussi de l'aspect financier. C'est vrai que nous, tout de suite, ça a été hyper... c'était de toute façon essentiel de aussi ça décentre en fait de ta posture quand même d'opérateur culturel où on peut avoir quand même l'habitude souvent dans ce secteur de mener des partenariats. Donc voilà, les partenariats culturels, on peut connaître un peu les ficelles, faire une coopération avec un acteur qui n'est pas du secteur culturel, ça demande quand même de se remettre en question, de prendre du recul, de se poser des questions et de s'interroger sur voilà quels sont les enjeux dans une structure du secteur médical, social. Quels sont leurs moyens, quelles sont leurs priorités, comment ils fonctionnent, et de nous s'adapter et se décentrer un peu de notre posture habituelle et de surtout ne pas amener du tout cuit et se dire que ça va marcher comme si on proposait une sorte de prestation. Et nous, voilà, c'est ce qu'on argue justement beaucoup dans les dossiers de subventions qu'on monte, dans les dossiers pour défendre le projet, c'est que c'est essentiel... Là, dans notre projet d'atelier radio, de co-construire avec les participants à partir de leurs envies aussi. Et évidemment, on pose un cadre parce que c'est un peu... il faut quand même un cadre pour que ce soit pas intimidant et qu'on sache un peu comment se lancer. Mais l'envie, elle est vraiment que les participants s'approprient l'outil et énoncent leurs désirs et puissent aussi créer à partir de cette plateforme, de cet outil. Donc dans les dossiers, on doit souvent se retrouver à expliquer non, désolé, on vous explique pas exactement comment le projet va se passer de A à Z, de telle date à telle date, parce qu'en fait, ça va se construire sur le terrain avec les participants. Donc il faut accepter qu'il y ait cette souplesse, qu'on ne sait pas forcément quel va être le résultat, mais l'important, c'est qu'il émerge des participants eux-mêmes. Et oui, sur le volet financier, nous voilà, un peu le nerf de la guerre, oui forcément, parce que pour pérenniser une action, le bénévolat touche à ses limites aussi. Et puis, nous on est une très jeune association, on s'est fondé en 2022, donc toute la question aussi un peu le cercle vicieux de t'as jamais eu de subvention, donc pour avoir une subvention, il faut que tu aies déjà eu des subventions, voilà. Mais surtout, en fait, quand on allait taper un peu à la porte des subventions culturelles, on a beaucoup entendu que le podcast et la radio, c'est pas culturel. Et quand on allait taper du côté médico-sociaux, on nous disait, en fait, vous n'êtes pas des experts du monde médical, social, donc tout le monde te dit, ton projet est super, ton projet d'intérêt général, mais tu ne rentres dans aucune case, donc ciao. Et bon, on a un peu, après, c'est une manière de défendre le projet, de réussir à se faire entendre, à trouver les interlocuteurs. Nous, aujourd'hui, c'est aussi le genre de projet qui intéresse beaucoup des fondations. Donc, c'est aussi une perspective pour l'association. Et aujourd'hui, notre plus gros soutien, c'est un soutien public, mais justement d'une caisse qui est orientée pour les personnes âgées et pour leur autonomie et leur bien-être. Donc, c'est des financements, en fait, qui vont de... la prévention des accidents de la route à ce que nous on fait. Et du coup là pour le coup ils sont très intéressés par la plus-value culturelle qui sort un peu des projets qu'ils financent habituellement. Mais oui, c'est vrai que ça, du coup, ouvrir la coopération à des acteurs autres que culturels, ça oblige à découvrir d'autres modèles et à repenser comment on travaille ensemble en fait. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai l'impression qu'on a vu un peu la vision des trois parties prenantes quand on souhaite s'implanter, créer un projet dans ce genre de structure. Tout de suite, je vous propose d'écouter un petit extrait audio qui, j'en suis sûr, parlera à certains d'entre nous, que ce soit dans la salle ou ici. Est-ce que vous avez déjà fait un disque ? Non, pas encore. J'ai commencé l'année dernière, donc j'ai pas encore... Vous l'achetez. Alors, tous ceux que nous sommes ici, on l'achètera. Oh, merci. Non, je vous l'offrirai, Voilà. Non, quand même, on veut vous récompenser. Oh. C'est gentil. Ça veut dire, Emerald, ça veut dire émeraude.
parce que ça parle de mon premier amour quand j'avais 16 ans. Et en fait, ce garçon avait les yeux verts. Ça me rappelle l'Émeraude. D'accord. Et du coup, voilà. Enfin, il a toujours les yeux verts, j'espère. On veut tout savoir, on veut tout savoir. On veut tout savoir, rien payer. Net et clair. Même si on ne comprend pas l'anglais, on écoute la chanson en faisant attention, on finit par comprendre les paroles. Même si C'est pas possible. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne comprenez pas l'anglais. Non, si on ne comprend pas l'anglais, on ne comprend pas l'anglais. On ne peut pas savoir, l'émotion ne passe pas. Moi, j'adore la musique, évidemment. Vous voir jouer de votre guitare, c'est génial. Surtout que j'aime la guitare, c'est vrai. Mais après, l'émotion, elle passe pas si on ne comprend pas. L'émotion, elle passe quand on comprend les paroles et que la chanson nous touche à ce moment-là. Oui, il se passe vraiment quelque chose, mais bon, la musique en anglais, c'est pas trop... Enfin, disons pour nous, les plus de 80 ans. Il y a l'émotion qui passe dans la Oui. chanson. Ah oui, ça va, heureusement, parce que sinon je serais parti, moi. Hein. Vous êtes resté. Oui, bien sûr, parce que je me disais, elle ressentait ce qu'elle chantait. Hein, on sentait ton amour pour tes chansons. Et l'émotion est encore là. Michel, vous vous sentez comment à l'écoute de cet extrait ? ça me rappelle de très bons souvenirs. J'espère qu'il y en aura d'autres. De toute façon, aujourd'hui, j'ai la chance de représenter une partie des vieux. Et là, je suis vraiment content. Mais être vieux, vous savez, c'est pas évident toujours, mais on en apprend tous les jours. Chaque jour qui passe, vous apprend quelque chose. Et alors, merci de m'avoir invité pour pouvoir parler un peu de ce projet qui nous anime tous. Et si vous pouvez tous écouter ce qu'on a à dire les vieux, en lisant peut-être notre journal local que l'on fabrique tous les mois. Il me fait la pub, là. Je fais de la pub, c'est le moment. Voilà, le journal de la maison. Petite promotion. Pour les en connaissance, c'est intéressant. Et les podcasts. Et les podcasts aussi. Bah oui. Oui, oui. Nous aussi, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Pour vous remettre un petit peu en contexte, Natacha, Sandra, Michel, ils ont reconnu l'extrait puisque c'est un podcast qui s'appelle La Boîte à Souvenirs, qu'ils ont co-créé l'année dernière au sein de l'EHPAD Roger Duquesne avec le Sismic et l'association Exki. On pense que l'extrait il parle de lui-même, on ressent de la joie, on ressent le désir de partage entre les générations. Je m'adresse dans un premier temps, j'ai envie de dire à Sandra et à Michel, vous qui avez vécu l'expérience de l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça s'est passé ? Comment ça a été reçu auprès des résidents ? Est-ce qu'actuellement il y a une demande, il y a envie de poursuivre ce projet ? Alors, juste une petite parenthèse, je suis obligée, désolée. Beaucoup d'émotions parce qu'on a entendu la voix d'une résidente que nous avons perdue. Et se dire qu'aujourd'hui, bon, on va tous y passer. Hein. Donc, mais se dire qu'aujourd'hui, sa voix reste, son rire reste, sa joie reste, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, allez écouter les podcasts. Allez écouter Françoise qui avait un humour incroyable et un franc-parler. Elle manipule la langue verte à merveille. Un sacré personnage qui était important dans les podcasts. Et voilà, désolée, je ne pouvais pas faire la petite. Je ne pouvais pas parler sans parler de Françoise. Qui montre qu'on est dans des rencontres. Et que ce qu'on offre à ces personnes est incroyable. Je me permets une petite digression sur l'intergénération, en rapport un peu avec ça. On voit beaucoup de projets culturels qui se font avec les enfants. C'est super, je suis d'accord. Mais les enfants, ils ont toute une vie, en fait, pour avoir la culture, pour aller auprès de la culture. Nous, on a des personnes âgées, c'est maintenant ou jamais. Françoise est partie à 79 ans, assez brutalement. Elle a découvert la radio, elle s'est appropriée la radio, elle s'est ouverte aux autres. C'était une dame qui est arrivée, qui était dépressive, parce qu'on venait de lui couper une jambe à cause de sa santé. Une dame qui a eu une histoire de vie horrible, vraiment très très dure, une vie très dure.
et qu'on entend rire, et qu'on a vu rire, et qui s'est fait des amis, et qui était dans le groupe. Et ça, c'est maintenant ou jamais. Donc, voilà, pensez aux personnes âgées quand vous faites des projets culturels. Oui, il faut penser à tout le monde, mais voilà, les personnes âgées, c'est maintenant en fait. Il y a l'avenir sur du court terme, mais tout ce qu'ils prennent, voilà, ils le prennent et on ne sait pas si on pourra le faire plus tard. Et je pense qu'il y a aussi ça avec la radio, ce côté, voilà, ils se rencontrent, ils découvrent quelque chose, ils sont ensemble, ils partagent ces moments de présent. Et en fait, on a été tous surpris sur les premiers enregistrements où on avait des thématiques. On était venus avec des thématiques parce que mettre un micro devant une personne âgée et lui dire parle, c'est compliqué. Même pour nous, de toute façon, c'est compliqué. Donc on avait des thématiques qui ouvraient plus sur leur histoire. Alors, je pense en particulier à l'amitié. Et finalement, l'enregistrement qu'on a fait sur l'amitié parle énormément du présent, de l'amitié qu'il y a dans la maison de retraite, du soutien entre eux. Et la radio a renforcé ces liens, a renforcé cette dynamique entre eux. Ils se retrouvent le matin au café, que je sois là ou non. Voilà, c'est mis, ils se retrouvent, ils se connaissent, ils vont se chercher. Il y en a un qui n'est pas là, on va voir dans sa chambre comment il est. Et ça aide à cette vie en société, ça aide, ça soutient, ça les soutient, ils se soutiennent entre eux. Enfin voilà, je me suis perdue, mais voilà, il y a une dynamique assez incroyable qui est nourrie par tous ces projets. Je ne dis pas que tout vient de la radio, mais ça aide. Et c'est tous ces projets, toutes ces découvertes qu'ils font ensemble, toutes ces émotions qu'ils partagent ensemble, qui aussi créent ces soutiens et qui apportent la vie. Parce que ce qui manque dans ces lieux qui sont médico-sociaux, et le médico est bien, vous le voyez, avant, c'est que c'est le médical. C'est le médical. Le social est défendu par l'animation, un petit peu la direction. On n'est pas beaucoup face à tout le médical qui prend énormément d'ampleur. De toute façon, voilà, on le voit, ils ont tous des soucis de santé. Là, il y a le fauteuil, ça veut dire qu'il y a des contraintes médicales derrière. Mais la vie, elle est où, là ? La vie, elle est où ? Et pour défendre cette vie, pour faire que cette vie, elle vive, c'est pas très français, mais bon, c'est pas grave, seul, on n'y arrive pas. Il nous faut des partenaires et il nous faut des gens de l'extérieur qui viennent aider cette dynamique et qui font vivre cette dynamique à l'intérieur. Je ne sais plus la question. Moi, j'aimerais juste rebondir sur le fait que nous on a complètement intégré qu'aujourd'hui, la présence d'un artiste, les frottements que ça peut générer participent d'un acte de réparation. C'est s'intéresser à la trajectoire de quelqu'un, à lui redonner une forme de dignité. Il est cette personne parce qu'il a fait des choix, parce qu'il vient de quelque part, parce que voilà, il a eu tel et tel patrimoine social, culturel, politique, et rien que de se réintéresser à ça par une rencontre, en fait, apporte beaucoup. Et pour nous, aujourd'hui, le discours, c'est de vraiment faire en sorte que ça fasse partie du soin. Voilà, l'art, la culture doit faire partie du soin. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que des fois, même les chargés d'animation que je rencontre, ça n'a pas l'air d'être ton cas, n'ont pas forcément une pratique culturelle non plus. Et quand on déboule un peu, voilà, c'est un champ qui est complètement aussi à découvrir pour elles. Et en fait, on voit aussi comment elles intègrent petit à petit. Quand on vient avec des circassiens, il y a des agrès qui restent et qui deviennent aussi des endroits de réadaptation, de rééducation. Donc c'est hyper important pour nous de mettre en avant cette interpénétration entre l'art et le soin. Et que finalement c'est une seule et même chose, et que en plus que ça peut développer des motricités, que ça peut permettre aussi, ça a des conséquences très pratiques médicales qui sont avérées et qu'on peut souligner. C'est un acte de réparation symbolique énorme. Et toi, Natacha, qui était à l'œuvre aussi de ce projet, en fait, à la base même, quel était votre objectif en créant la boîte à souvenirs ? Et est-ce que c'était simplement le fait de se faire rencontrer,
d'amener de la vie aussi, d'amener une autre forme de vie dans ce lieu de soins? Est-ce que c'était également de créer la rencontre entre l'artiste et les résidents? Voilà, moi j'aimerais avoir ton petit point de vue là-dessus aussi. Je pense que vraiment la mission première qui nous a guidés dès le début des ateliers, c'est cette question en effet du lien social. Et c'est pas anodin qu'on ait choisi la radio aussi pour ça. C'est qu'en effet, la radio, c'est vraiment le cadre où on dit c'est à toi de parler et tu es entendu. Et il y a beaucoup de personnes se demandent aussi des fois, en fait, pourquoi il y a besoin de la radio pour faire ça, juste mêler autour de la table et ils vont parler. Et on s'est rendu compte, juste sur le terrain, que c'est un vrai déclencheur, juste d'avoir ce cadre un peu bienveillant et où justement on valorise que là c'est vraiment un temps pour s'écouter, pour se parler dans la bienveillance. Ça aide à déclencher des choses. Et puis après la parole, elle finit par se libérer. Et voilà, tout à l'heure tu parlais avec l'extrait sonore qu'on entend beaucoup de joie, beaucoup de rire, etc. Des fois on a aussi des paroles qui se libèrent sur des émotions bien différentes. On a entendu des histoires aussi très personnelles, intimes, des blessures qui ont émergé, qui ont été partagées, il y a eu des larmes, et parfois des histoires que Sandra entendait pour la première fois, de résidents qui pourtant habitent là depuis longtemps. Donc c'est vrai que ça permet quand même aussi pour certaines personnes de s'exprimer, de s'ouvrir. Et c'est pour ça que pour nous, la pérennité du projet, elle est super importante oui, elle est dans différents établissements, toucher un maximum de personnes, c'est super, mais de pouvoir aussi avoir une intervention régulière dans un lieu et de voir au long cours quel impact ça a. Comme disait Sandra, le fait que maintenant, ils se retrouvent plus facilement au café, ils se retrouvent plus facilement à l'extérieur de nos interventions. C'est aussi une conséquence justement de ces actions où le lien social a été renforcé et où il perdure en dehors de l'animation qu'on propose aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ce lien social qui se renforce entre eux. Il est très beau, comme disait Sandra, on avait fait un atelier qui était un peu guidé par la thématique de l'amitié. Et en fait, ça a été... ils ont surtout parlé des amitiés qu'ils ont construites dans l'EHPAD et dont certains se sont développés pendant les ateliers radio. Et puis voilà, nous, ça nous permet aussi de faire du pont avec l'extérieur, parce que le fait de savoir que ce qu'on enregistre pendant les ateliers radio, c'est aussi pour l'extérieur, c'est aussi pour faire sortir la voix des résidents en dehors des murs de l'EHPAD. Ça permet de créer des ponts avec les familles, ça permet de créer des ponts avec le tout public aussi. Et ce qui est intéressant avec Des ponts culturels aussi. Des ponts culturels. Oui, tout à fait. Et on mène des projets autour. Oui. Et c'est vrai que la radio, c'est un médium qui est extrêmement intime. Parce que c'est la voix, c'est s'ouvrir, c'est parler de soi et parler des autres. L'avantage que je trouve un aspect intéressant, en tout cas pour le public des personnes âgées, c'est que du coup ça efface aussi, je trouve, la condition physique, de se concentrer sur la voix. On ne voit pas si vous êtes en fauteuil ou pas en fauteuil, on ne voit pas la maladie, on ne voit pas la vieillesse, mais on entend ce que vous avez à dire. Et en oubliant quelle est votre condition médicale. Et ça, c'est un aspect assez beau aussi pour nous. J'étais moi-même présente sur l'un des enregistrements des podcasts et je me souviens même de ce début où on est intimidé par ce micro qui est en face de nous, on n'ose pas le prendre, on se libère en fait, certes c'est que notre voix, mais on donne une part de nous. Et je me souviens de ce très beau moment où en fait à la fin tout le monde prend le micro, il n'y a plus de peur, on partage en fait tout simplement et on parle de ce qu'on est, de ce qu'on souhaite et de ce qu'on vit ensemble. Et vous Michel, comment ça s'est passé du coup les enregistrements à l'EHPAD? Eh bien, c'est un peu comme tout le monde, au début ça impressionne, on s'écoute et on ne reconnaît pas sa voix, que ça arrive à tout le monde. Et on s'est dit, c'est moi qui parle là? Alors on se dégoûte un peu soi-même, parce que j'aurais préféré avoir le parler d'une personne, je sais pas, un acteur de théâtre, quelque chose comme ça, avec une voix profonde qui marque. Mais on n'a pas tous
cette formation. Ne vous inquiétez pas, vous avez une très belle... Et après, on en rigole les uns les autres. En se reparlant, on se dit, t'as vu ce que t'as dit? T'as vu ce que t'as fait? Mais finalement, c'est très intéressant, c'est amusant. Et c'est super comme moment. Ça fait déjà 3 ans, bientôt 3 ans qu'on rôde dans ces eaux-là. Et on devient nettement, je dis pas meilleur, mais plus conscient de soi-même. Et au fur et à mesure que les jours passent, j'ai l'impression qu'on rajeunit quelque part. C'est beau. Merci pour ce partage, Michel. Une réaction? Oui, je voudrais juste rebondir du coup en effet sur le fait qu'on intervient depuis très longtemps dans cet établissement et que du coup on a quand même des réguliers aux ateliers, dont Michel qui n'en a pas loupé un seul depuis qu'on a commencé en 2022. Et quand je parlais tout à l'heure du coup ça laisse la place en effet, donc il y a tout ce temps où la confiance doit se créer pour oser parler dans le micro, oser discuter, etc. Une fois que cette peur un peu est passée, redemande après, voilà, ça nous manque. Et surtout ça nous a permis en fait d'oser explorer plus loin. Une fois que l'appréhension du dispositif radio est passée, et voilà, on s'est demandé avec les résidents, est-ce qu'on peut aller plus loin que nos formats de discussion autour de la table? Est-ce qu'on peut penser vraiment créer quelque chose, partir dans de la création. Et c'est comme ça qu'il y a, l'année dernière, il y a quelques mois, les résidents ont émis le souhait de créer une fiction sonore. Et qu'on a proposé, et on s'est dit, voilà, si vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure, allons-y, c'est une page blanche et on invente ensemble. Et donc voilà, un peu inspiré par le modèle des feuilletons policiers, radiophoniques. Pendant 10 ateliers, on a une quinzaine de résidents qui ont créé leur enquête policière. Bien accroché finalement. Oui. Parce que c'était pas au début, on ne savait pas par où commencer. C'est ça, c'était l'enquête sans queue ni tête. Chacun a apporté sa petite pierre au moulin et on a fini par faire une histoire cohérente. Mais c'est ça, et vous avez vraiment travaillé de manière très coopérative parce que c'était beaucoup d'improvisation. Donc voilà, il y en a un qui proposait une idée, l'autre essayait de rebondir dessus. Voilà. Nous, on était vraiment là pour essayer de guider un peu quand justement il y avait des petites pannes d'inspiration. Ça passait dans tous les sens et on se rattraperait. Exactement. Finalement. Et finalement, on a une enquête qui se tient. Ouais. Et mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de pouvoir pérenniser des actions avec un public. C'est qu'au bout d'un moment, ça permet de sortir des cadres et d'aller explorer des choses nouvelles. Et ça, c'était vraiment super. Et parce qu'on est un peu curieux, quel genre d'autres projets vous aimez construire dans les EHPAD ou les résidents, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Non, qu'est-ce que vous aimez faire? Eh bien, on aimerait continuer peut-être dans ce sens-là, inventer une nouvelle histoire, qu'on en avait vaguement parlé à l'issue du premier sketch qu'on avait organisé. On s'est dit, tiens, si on ne pourrait pas recommencer sur un autre thème. Toujours dans le secteur policier peut-être, parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. On ne peut pas inventer des histoires d'amitié, de couple, tout ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut tout recommencer à zéro. Vous voulez pas faire du cinéma? Faire du cinéma, j'aurais préféré le théâtre à la limite. Entre le théâtre et le radio, on peut faire plein de trucs. Il est un peu tard, mais on ne sait jamais. Oui, on peut faire une lecture théâtrale au micro aussi. On retient ça pour la suite. Et puis nous avons des animatrices qui nous tiennent par la main et qui nous emmènent et qui viennent nous chercher parfois. Même si on n'a pas envie de venir, on y va quand même. On vous force quand même. Hein. Ça me rappelle mon adjudant quand j'étais dans l'armée. Vous faites passer pour qui, là? Oui, mais il y a quand même une certaine... Oui. Oui, et quand je pars en vacances, je me fais gronder parce que je ne suis pas là. Mais bon, c'est pas grave. Sandra, on sait que vous êtes très très investie dans la vie de l'EHPAD. Vous avez d'autres projets aussi que vous mettez en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot dessus? J'ai pris mes notes. Pardon. J'ai pris mes notes, mais je ne suis pas très organisée là-dessus. J'avais fait des photos, mais bon, il y a eu petit couac, je n'ai pas été assez rapide. Du coup, ICOS, c'est vrai qu'ils sont arrivés en plus juste à la sortie du confinement.
Moi, je venais de revenir, parce qu'en fait, j'ai fait mon stage de formation à Roger Duquesne. Je suis partie quelques années parce qu'il n'y avait pas de poste sur une autre maison de retraite dans le service public. Et je suis revenue à la sortie du confinement avec des services animation qui avaient été mis à l'arrêt, avec tous les partenariats qui étaient à l'arrêt, les bénévoles qui ne savaient plus s'ils pouvaient venir, pas venir, confinés, pas confinés, une peur de revenir parce que c'était un flou assez... enfin bon. Et donc l'idée, moi, quand je suis arrivée au centre Roger Duquesne, c'était de, en priorité, reconstruire les partenariats, faire revenir les bénévoles, les rassurer, leur donner un cadre sécurisant aussi pour eux d'intervention. ICOS, enfin c'était pas ICOS à l'époque, c'était des étudiants qui m'ont appelé un jour à la fin de ma journée, et je suis bien contente d'avoir décroché le téléphone parce que c'était l'heure où je devais partir et j'ai décroché ce téléphone, c'était une très bonne idée. Et c'est vrai que ça a été à ce moment où on se rouvrait un peu, et ICOS a aussi dynamisé cette ouverture, réactiver aussi, ça a aidé à réactiver des partenariats, dont le partenariat qu'on a avec le Grand Théâtre de Provence. Comme on dépend de l'hôpital, l'avantage c'est qu'on a aussi des partenaires publics assez importants, dont le Grand Théâtre, qui a un partenariat avec l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et on a eu en ce début d'année un très très beau projet où ICOS aussi est venu, enfin voilà, ça s'est croisé, ICOS, le Grand Théâtre de Provence et nous, autour de l'idée qu'un pianiste vienne et qu'il y ait une conversation qui soit musicale, autour de la musique, autour des émotions, 5 séances très riches, très belles, des émotions assez incroyables. Et Assami qui finance les projets du Grand Théâtre, les projets socioculturels du Grand Théâtre de Provence, a aussi offert des places à nos résidents qu'on a emmenés au Grand Théâtre. C'était l'expédition. Parce qu'il y avait... Vous étiez combien de fauteuils ? 3, 4 fauteuils ? 4 fauteuils ? Au moins, oui. Oui, donc 3 véhicules, 7 résidents, enfin bon, on dirait pas comme ça, mais c'est une expédition. Et ça a été pour certains une découverte, parce que certains résidents n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre, jamais vu un orchestre de musique classique, et certains, une résidente en particulier, pour elle, dans sa tête, c'était pas fait pour elle. La musique classique, c'était pas... Voilà, elle n'avait jamais eu accès à ça, et pour elle, c'était pas son monde, c'était pas, enfin, elle se sentait pas légitime, et ça a été une très grande découverte pour elle, beaucoup d'émotions, pour les autres aussi d'ailleurs, mais voilà, un très beau moment. Vous avez un podcast à écouter à ce sujet. Et donc ce projet magnifique du piano de Frédéric, du coup, avec ICOS qui a permis de laisser une trace de ce beau projet. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait aussi des projets intergénérationnels plus classiques avec les enfants, dont un projet de correspondance qui dure depuis plusieurs années, avec une petite école sur Aix-en-Provence. Et en fait, au début, ils s'envoyaient des courriers à Noël, aux fêtes, bonne année, joyeux Noël. Et depuis que on déconfine, les enfants sont venus. Cette année, ils ont même cherché les œufs cachés par les résidents dans le jardin. Donc je vous dis pas, une vingtaine de gamins de 4 à 12 ans, c'était sympa. Donc voilà, ça a été c'est des moments de partage comme ça, de rencontres. Est-ce que je peux parler des mots croisés ? Ouais, on a prévu d'en parler. Ça gâche la surprise, mais on avait prévu d'en parler. Et on a aussi, on accueille aussi des jeunes en service civique. C'est un peu différent, mais c'est aussi une manière de faire rentrer la jeunesse. Ils viennent avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils sont, des fois des fragilités. C'est des rencontres avec les résidents, c'est de l'enrichissement de chaque côté.
Et parfois, c'est des jolis moments. Ben voilà, il y en a une. Cette année, on en a une qui aime faire de la guitare. Donc, elle vient, elle prend sa petite guitare, elle va au milieu des résidents, elle joue des petits morceaux. Voilà, c'est bien les services civiques aussi. Ça, j'ai encore du temps? Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, je me rends pas compte du tout. Je perds mes morceaux, mais je me rappelle à peu près des projets. Le temps ne passe pas par certains moments. On a aussi un projet là tout récent qu'on est en train de faire. On a vu passer l'appel de la mairie d'Aix-en-Provence pour la Biennale d'Aix, où ils demandaient sur des feuilles A4 d'écrire, de dessiner ce que c'était la gratitude pour nous. Et en fait, on a lancé les résidents là-dessus. Ça a très très bien pris, donc atelier d'écriture, dessin, 37 réalisations qu'on a remis à la mairie. Ça rentrait même pas dans la boîte aux lettres qu'ils avaient mis. On a dû prendre rendez-vous à la mairie en fait pour leur donner. L'enveloppe était un peu trop grosse. Et donc c'est une artiste dont le nom m'échappe, japonaise, Chiharu. Je l'avais écrit mais j'ai mélangé mes feuilles. Donc bon, tant pis. Vous irez voir. Quelqu'un le sait? Voilà, voilà. qui a fait cet appel et donc qui inaugure son œuvre demain, si je dis pas de bêtises. Et on va voir pour essayer aussi d'emmener les résidents et surtout de faire notre expo parce qu'on a fait en fait photocopie de tout ce qu'on a fait. Et on a bien envie de faire une petite expo cet été. J'espère qu'on pourra vous faire passer l'info si vous voulez venir voir ce qu'on va essayer de faire en s'inspirant un peu de cet artiste international. Voilà, en gros. Merci beaucoup pour tout ce que vous portez. Je vais maintenant me tourner vers Camille. Donc comme on l'a stipulé, donc vous travaillez en tant que coordinatrice et responsable du projet LBO à Chambéry, donc un centre d'art implanté dans un EHPAD qui a été inauguré en juin 2022. C'est un projet donc qui a été créé par les artistes Mohamed El Khatib et Valérie Emre-Jean et qui est conjointement également porté par d'autres structures comme Malraux Scène Nationale, l'EHPAD des Blés d'Or, la ville de Barbera et donc la compagnie Zirlib. Comment vous faites pour respecter les usages en fait de base d'un lieu de soins parce que voilà, on sait qu'il y a différents enjeux, les publics se rencontrent entre les visiteurs, les résidents, les familles des résidents, les professionnels de santé qui les accompagnent au quotidien. Comment on organise cette rencontre? Comment on prend tout ça en compte, quoi? Vaste question. Alors, vous dire quand même que l'idée de ce projet, c'est de mélanger des usages. C'est-à-dire que nous, on a fait le constat aussi que les centres d'art contemporain étaient finalement réservés quand même à une élite, n'ayons pas le peur de le dire, assez encore trop fermée sur elle-même, même s'il y a des services de relations publiques merveilleux qui travaillent, on a quand même encore une fracture. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on va mélanger deux usages, décloisonner les EHPAD pour éventuellement faire venir à la fois d'abord des artistes, mais ensuite du public, et aussi l'usage même du centre d'art contemporain, et d'imaginer comment il pouvait être appliqué, survivre à un autre contexte que celui d'être dans un mur institué et prévu à cet effet. Donc voilà, ensuite l'idée ça a été d'inviter des artistes. Les artistes ne savent jamais à l'avance ce qu'ils viennent faire. Ils ont une pratique, parfois ils ont déjà travaillé dans des EHPAD, parfois pas, mais on refuse d'inviter des artistes qui auraient une idée préconçue. On les invite plutôt à venir passer du temps, avec les résidents, mais aussi le personnel, parce que nous, c'est très important d'inclure aussi le personnel. C'est un projet qui doit leur servir aussi. C'est un projet qui peut améliorer aussi leurs conditions de travail. Ça va pas être miraculeux parce que c'est un faisceau de choses qui améliorent une condition de travail, mais ça peut y contribuer. Et donc là, l'idée, c'est aussi de se dire par la permanence
que les typologies d'action peuvent être très différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a moins de pression à se dire oh, un artiste vient, il faut que tout le monde soit touché. Et tout le monde doit être impacté. Il y a une forme de pression, c'est vrai, aussi financière, parce qu'en fait, on met des moyens, on met de l'énergie, et du coup, on veut que voilà, ça touche le plus grand nombre. Avec ce projet-là, ce qui est bien, c'est que là, sur ce projet-là, il y a 20 artistes qui sont passés en un peu plus de 2 ans, et que si l'immersion première donne envie à un artiste de créer quelque chose avec un résident, ou un membre du personnel, bah, c'est OK. Donc on a des typologies d'actions du coup qui sont très différentes et on se permet ça et ça enlève de la pression. Et c'est quelque chose qui du coup agit par accumulation, on va dire, dans le temps. Et donc je vous le cache pas, le personnel soignant au départ a vu ce projet arriver et ne comprenait pas. Et en fait, c'est souvent à rebours. Les résidents, on arrive souvent en plus à les embarquer parce que voilà, ils sont dans un temps plus dilaté, avec une forme de disponibilité dans le temps. Mais en fait, les personnels soignants, pas du tout. Et c'est à force du temps, de rencontres, de reformuler le projet. Et puis, il y a aussi des invitations d'artistes clés qui sont vraiment travaillés avec eux spécifiquement, où là, ça a débloqué quelque chose. Je pense notamment au couple de designers textiles qui s'appelle About a Worker, qui est venu avec eux redessiner des bananes, en fait, avec des anciennes blouses qui étaient mises au rebut. Et donc là, chacun a pu s'approprier voilà, les usages de cet accessoire de travail, combien de poches, où, et là on a embarqué le personnel. Donc c'est à force de faire venir à la fois des artistes d'un champ pluridisciplinaire, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir aussi des personnes qui vont être plus touchées par la musique, d'autres plus par les arts visuels. Donc cette pérennité, elle permet aussi de varier à la fois donc la typologie, mais aussi les arts qui sont en présence. Et donc, à l'issue de ces rencontres-là, une œuvre d'art est produite et elle alimente une collection qui, au fur et à mesure, va être ouverte au public. Alors, pas 24 heures sur 24, on définit ensemble les modalités pour que voilà, ça reste un lieu de résidence, de repos, et il faut le respecter. Mais l'idée, c'est que le public extérieur vienne et ne vienne pas que forcément pour visiter un proche, mais comme il y a un nouvel usage et qu'il n'est pas séparé des espaces de l'EHPAD, c'est-à-dire que les œuvres sont dans les couloirs, dans le réfectoire, dans certaines chambres aussi. Et donc, on a comme ça décloisonné, en fait, si vous voulez, les espaces des EHPAD, et c'est aussi à force de voir que le public vient, que du coup, il y a aussi une forme d'adhésion qui se crée petit à petit, parce que le public est intergénérationnel aussi, donc ça crée des rencontres, donc d'un seul coup, ça valorise les productions, et donc ça favorise aussi l'accueil des artistes qui viennent ensuite. Donc ça a fait un peu effet boule de neige comme ça, au fur et à mesure. Pour ce qui est des familles, c'est un peu plus compliqué aussi parce que elles sont pris dans plein de paperasse administrative. C'est des gens qui sont encore bien ancrés dans la vie active. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler maintenant avec eux dans presque un second temps. Voilà, on arrive à les réunir un petit peu et là aussi ça fait partie des rencontres, c'est-à-dire qu'un des artistes est venu en immersion passer des nuits. Et a du coup rencontré l'équipe de nuit, ça aussi c'était important puisque c'est un autre temps, c'est une autre organisation, c'est un autre imaginaire, voilà. Et à ce moment-là, l'artiste en question, Julien Daillard, a rencontré une proche d'un résident qui venait de mourir et donc elle venait veiller son proche. Et en fait, à l'issue de ça, elle a voulu garder un lien avec l'EHPAD. Je pense que la rencontre a été tellement forte sur le moment. Et elle est prête aujourd'hui à accueillir chez elle, en hébergement,
des artistes qui voudraient, sur leur temps de résidence, être proches de l'EHPAD, puisque c'est une voisine. Et voilà comment, en fait, alors qu'elle n'a plus de proches à l'EHPAD, finalement, le projet se réouvre sur le territoire, la ville. Ça en est qu'un exemple parmi un autre, mais où elle veut garder un lien avec cet établissement. Et le fait que le lieu puisse accueillir des visiteurs extérieurs, qu'il y ait des visites guidées qui soient possibles pour découvrir les différentes collections, est-ce qu'on n'est pas sur un lieu qui devient hybride, un lieu qu'on peut peut-être nommer tiers-lieu, qui sont des lieux qui sont quand même de plus en plus actuels? Est-ce que ça pourrait intégrer ce terme-là? Oui, bien sûr. Après, c'est un terme tellement large et que aujourd'hui, on dit tiers-lieu. Bon, ça recouvre plein de réalités, donc je sais pas trop. Mais effectivement, comme il y a une injonction des usages, en tout cas, il y a aussi, même dans les statuts des œuvres, des choses différentes. C'est-à-dire je vous ai parlé de ces œuvres d'art qui sont réalisées à l'issue des rencontres. Ça peut être fait à partir d'ateliers, mais comme des récoltes de témoignages. Mais on s'est rendu compte aussi que certains résidents avaient une pratique de collectionneur, d'accumulation. Et nous, la question des objets, elle est très importante pour nous dans le travail de la compagnie. C'est une histoire populaire de l'histoire de l'art, le rapport à l'objet. Et donc, on a offert la possibilité aux résidents d'ouvrir leur collection, d'ouvrir leur chambre comme des cabinets de curiosité, ou bien de pouvoir donner une œuvre à la collection. Et on a comme ça des statuts aussi très différents entre des œuvres type dites d'art contemporain et puis ce qu'on pourrait peut-être qualifier d'un peu plus d'art brut. C'est compliqué, la définition de l'art brut, mais on va dire des œuvres qui ont été réalisées au départ pour ne pas être partagées, on va dire ça, par des gens, des personnes qui sont autodidactes. Et donc, en tout cas, je sais pas, tiers-lieu, oui, parce que du coup, ça devient un lieu de santé, un lieu de diffusion culturelle, mais aussi par la typologie même des œuvres. Et la question je voulais aussi dire ça, c'est-à-dire que ça pose des questions éthiques énormes et elles sont pas forcément résolues et quand elles sont résolues dans un des EHPAD, elles le sont pas forcément dans les autres. C'est-à-dire que l'idée c'est pas d'amener l'art contemporain et d'amener le bon goût, ça a été aussi des espaces de négociation, de dialogue, de générer des œuvres d'art qui parfois ne plaisent pas aux résidents. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais en même temps, ça déclenche des émotions. Est-ce que c'est pas là aussi le principal? Et du coup, on a cherché des typologies d'intervention qui essayaient le plus possible de respecter aussi l'existant. Je peux donner peut-être un exemple qui pour moi est assez fort, c'est le peintre et graphiste qui s'appelle Bonfrit, qui est venu à l'EHPAD et qui s'est rendu compte comme nous, mais nous on savait pas vraiment comment intervenir là-dessus, qu'il y avait beaucoup de représentations industrielles au mur. C'est-à-dire, vous voyez, les cadres achetés à Jiffy, à Bambou, à 1 ou 2 euros, avec des couchers de soleil, c'est-à-dire des choses qui n'évoquent rien, qui n'ont aucune valeur sentimentale pour personne, mais qui sont là et que quelqu'un a bien voulu quand même aller chercher pour décorer sur les murs. Et nous, on savait pas vraiment comment intervenir là-dessus parce que, en même temps, il faut respecter que ça devient aussi des repères visuels pour les résidents, tout simplement, pour pouvoir s'orienter des fois voilà. Et donc Bonfrit a fait le même constat que nous. Lui travaille beaucoup aussi à partir de supports déjà existants et il s'est dit je vais être peintre public et donc je vais passer de chambre en chambre. Et donc il allait dans une chambre, il décrochait le tableau parce qu'il y en avait tellement de toute façon qu'il en prenait un. Il rentrait, bonjour, vous appelez comment? Madame Chazot, est-ce que ça vous plaît ce tableau-là? Donc oui, non, ça générait une discussion sur aussi la valeur esthétique de cette chose-là. Et puis il retournait le tableau et disait qu'est-ce que vous voulez que je vous peigne en fait. Et donc du coup le résident se retrouvait commanditaire d'une œuvre un peu de manière spontanée. Et donc à partir de là, Bonfrit en sortant réaccrochait le tableau, mais c'était réversible. C'est pour vous voilà un exemple en fait d'action qui voulait tenir compte de l'existant et pas forcément dans une action de remplacement.
Voilà, je me suis un peu écartée sur la question des tiers-lieux, mais je trouvais que c'était sur les questions éthiques que ça pose aussi quand on est dans des lieux non dédiés à la culture. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vous compléter ça. Très très bien. Natacha, tu voudrais rajouter quelque chose? Je suis navrée, je vais devoir m'éclipser pour honorer un prochain rendez-vous. Je sais que Sandra et Michel vont pouvoir continuer à parler du projet d'ICOS en mon nom, et puis vos camarades de promotion aussi. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Désolée pour ta de partir présence. avant la fin. Parce que quelle heure il est, pardon? Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Il est midi 11h45. Ah, bon, ok. Dans tous les cas, nous touchons la fin de la table ronde. Oui, on arrive au bout. Simplement quelques petites questions. Est-ce que tu peux simplement nous faire une petite brève présentation de ce que tu es en train de mettre en place en ce moment sur le territoire, avec des étudiants d'Aix-en-Provence, en tout cas ce qui est en réflexion? Ouais. Donc c'est vrai que nous, après, on a eu une fondation qui nous a soutenus, qui est la fondation de la France s'engage, qui nous a donné des fonds pour pouvoir essaimer ces modèles-là, parce qu'à l'issue du modèle de Chambéry, il y a eu des envies soit de structures culturelles de se lancer dans l'aventure. Et donc, on est en train de tisser un partenariat avec l'école d'art d'Aix-en-Provence, où l'idée serait cette fois-ci que Zirlib transmette la méthodologie de travail pour que les élèves eux-mêmes se saisissent de ce projet et créent leur centre d'art eux-mêmes. On détermine les cadres budgétaires, le commissariat artistique, les outils de médiation éventuellement. On se pose toutes les questions de méthodologie que nous nous posons en lien avec nous. Donc on a déjà fait un voyage d'études à Chambéry, on en a fait un autre à Avignon dans le centre d'art qu'on est en train de faire en préfiguration à l'EHPAD de la Maison Paisible. Et l'idée, c'est qu'il y a un noyau dur d'étudiants qui sont là en première ou deuxième année, qui suivent la coordination du projet tout au long de leur parcours d'études, puisqu'il est question de rencontres, donc là, de rencontres dans le temps, donc tout refabriquer chaque année, en fait, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est que ce groupe-là, pour nous, la coordination, c'est déjà un endroit d'écriture artistique en plus. Donc c'est aussi un peu bouger les lignes sur ce qu'on considère être artiste. Du coup, l'idée, c'est de travailler avec eux donc à cette coordination pérenne, et que soit ils se mettent eux-mêmes en résidence artistique dans l'établissement, ou bien qu'ils invitent d'autres étudiants d'art qui ont fait partie de l'école aussi, qu'ils identifient en fait aujourd'hui les artistes qui sont passés par l'école, qui seraient bien positionnés pour venir faire une résidence. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. On a un peu spoilé tout à l'heure, mais on voulait évidemment féliciter dans notre promotion. Voilà, on a l'occasion de gérer pas mal de projets et on ne pouvait pas ne pas parler des mots croisés qui remplit toutes les cases de tout ce dont on est en train de parler. Donc bravo à ce projet qu'elles ont mené avec l'EHPAD Roger Duquesne. Et comme on a encore quelques minutes, j'en avais parlé à Belinda, j'ai pas prévenu les autres membres du groupe, mais est-ce que ça vous intéresserait de prendre le micro et de nous raconter un peu comment ça s'est passé, d'où est venue l'idée, et puis on pourra réagir à tout ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sandra et bonjour Michel, on est très contente de vous voir. Donc les mots croisés, c'est un projet qu'on a réalisé avec Marion, Flora, Mathilde, Clémence et Anne-Laure. Et en fait, on a créé donc des ateliers d'écriture avec donc les résidents de Roger Duquesne et des enfants placés en foyer. Donc à la Mex L'Eau Vive à Coudou, et ils ont créé une correspondance. Donc pendant quelques semaines, seulement leurs mots se sont croisés et ça a laissé place à des échanges particulièrement forts. Les enfants se sont livrés d'eux-mêmes sur leur passé douloureux. Donc il y a eu des moments assez difficiles, je pense, mais particulièrement forts, parce qu'à la fin, ils se sont rencontrés et c'était absolument magique. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps et on est très fiers de ce projet. Et merci énormément, Sandra, pour ton engagement sans faille. Je pense que merci à vous. Sans toi, je pense que ce projet n'aurait pas eu lieu. Et merci à ICOS, parce qu'on s'est naturellement associé à eux aussi, également. Donc voilà. Merci beaucoup.
Michel, pardon, je te tutoie. Vous y avez participé à ce projet ? Oui, absolument. Ça fait déjà une bonne quinzaine de jours, sinon 3 semaines, oui. C'était justement le jour de la fête de leur petite maison et on a participé. C'est le jour de la rencontre. C'est le jour de la rencontre, oui. Vous vous êtes rendu vers les gens. On s'est rendu là-bas, on a parlé avec notre correspondant ou correspondante, on a échangé des petits mots, on s'est encouragés mutuellement, on s'est promis de se réécrire, ils nous ont même proposé de nous donner leur adresse, il y avait même des timbres dans leur petite enveloppe pour qu'on puisse leur envoyer un petit mot de temps en temps. C'est agréable parce que le lien n'est pas coupé, n'est jamais coupé finalement. Alors c'est à nous de rester en contact permanent avec ces enfants, qu'ils méritent bien d'ailleurs, de toute façon. Merci pour ce témoignage. Un beau projet, encore bravo voilà, à toutes les parties prenantes, les mots croisés. Oui, je pense qu'on n'est pas trop mal. Si je peux. Juste pour, du coup, les mots croisés, ça a été une belle rencontre avec ce foyer. C'est des lettres, une rencontre, il y a quelques semaines, effectivement. Et l'occasion aussi du coup d'échanger avec les éducateurs qui n'auraient pas pensé à contacter une maison de retraite, moi qui n'aurais pas pensé ou n'a pas le temps de contacter un foyer, l'envie de continuer au-delà des mots croisés, et c'est ça qui est beau aussi, c'est ces projets qui amènent à autre chose. D'ailleurs, mesdemoiselles, pensez à me donner une date où vous êtes disponible, parce que l'idée, c'est quand même d'inviter les enfants. Nous, on a travaillé de notre côté, on a écrit l'invitation, il ne manque plus que la date pour leur envoyer notre lettre d'invitation, qui viennent passer un moment chez nous, et on compte bien continuer ces échanges. Voilà. Eh bien, nous touchons à la fin de cette table ronde. Moi, je voudrais vraiment vous remercier, Sandra, Michel, Natacha, Camille, pour votre présence. En tout cas, il y a eu un très très fort moment d'émotion et c'était super, un vrai moment de partage, donc merci beaucoup. Je remercie également mon coéquipier Arthur avec qui nous avons animé cette table ronde, mais également les personnes de l'ombre qui sont juste derrière. Tous les collègues de l'ombre. Thomas, Lucie, Eugénie, pardon. Donc merci beaucoup. Et également toute l'équipe du pôle inégalité et accessibilité avec lesquels on a travaillé depuis le premier semestre du Master 2. Donc merci beaucoup parce que c'est une très très belle thématique sur laquelle on a pu donner tout ce qu'on avait envie. Et maintenant, eh bien, nous sommes libres pour échanger, pour recevoir vos questions. Merci beaucoup. Des questions ou des remarques, hein. C'est vrai que c'est difficile de débattre là-dessus. On est tous d'accord pour se dire que c'est nécessaire de faire ça. Donc peut-être. Bon. Bonjour à tous. Donc moi, je représente le pôle service à la personne. On est un cluster et on accompagne une soixantaine de structures de l'aide à la personne dans le cadre de leur accompagnement RH, etc. Et cette année, je monte un projet donc avec Ciné Pocket. On a entendu Stéphane tout à l'heure. Et avec les jeunes, pardon, je suis un peu émue, avec les jeunes de service civique cinéma et des jeunes de service civique qui accompagnent des aidants et des personnes âgées. Et le projet, donc on fait 4 petits films avec les personnes âgées. Et c'est les personnes âgées et les jeunes en service civique qui ont construit les scénarios. Donc là, je voulais juste prendre la parole parce qu'on a parlé beaucoup des EHPAD. Et nous, on représente en fait les personnes âgées qui vivent au domicile. Et vous savez que le gouvernement pousse à vivre le plus longtemps possible au domicile. Et il y a énormément d'isolement. Ces personnes-là, la plupart ne voient qu'une personne dans toute la journée. C'est soit l'infirmière, soit l'aide à domicile. Et pour monter ce type de projet, c'est très difficile parce qu'on rentre dans le domicile, donc on rentre dans l'intimité de la personne. On n'a pas une équipe aidante comme vous avez dans un EHPAD avec donc du personnel professionnel qui encadre. Et j'ai pas envie que ça soit un one-shop, quoi. J'ai envie de faire un autre projet l'année prochaine. Donc j'ai été beaucoup touchée par le projet de podcast. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beau
en allant au domicile. Et là, je viens de découvrir votre super projet des mots croisés. Donc ça m'a beaucoup émue. Et donc du coup, je vous invite. Alors l'année prochaine, vous serez peut-être déjà plus dans votre, ça sera plus votre promo, mais j'invite vous enseignants, à nous contacter pour monter un beau projet l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre avis. Effectivement, on s'est focalisé sur les personnes qui étaient placées en EHPAD parce qu'on voulait mettre en lumière certains projets, mais évidemment, on n'oublie pas toutes ces personnes qui souffrent aussi de cet isolement et de cette sédentarité chez elles. Donc, merci. Je me permets juste de rebondir. La complexité du domicile, c'est souvent qu'il n'y a pas de lieu pour qu'ils se rencontrent. Alors, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, pas beaucoup de temps, mais bon, là, il y a une opportunité. Nous, on est prêts à accueillir des personnes qui sont à domicile sur des projets. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, surtout que je trouve que c'est intéressant dans le sens où certaines de ces personnes vont peut-être un jour être en maison de retraite, avec la peur de l'image de la maison de retraite, surtout après tous les scandales qui auront pu exploser. Et que d'avoir ce lien entre le domicile et la maison de retraite pourrait aussi faciliter les entrées, parce que nous, on voit ces personnes qui étaient très isolées à domicile qui arrivent, et souvent c'est très compliqué, il y a beaucoup de peur, et beaucoup de temps pour s'adapter, et après les personnes se disent, mais finalement, c'était pas si... il y a des choses bien aussi sur l'EHPAD, et si déjà avant elles pouvaient arriver avec moins d'appréhension, parce que déjà avoir découvert les lieux, ça pourrait être bien. Donc si vous voulez, on peut peut-être aussi essayer de faire des choses ensemble si vous êtes sur le territoire. C'est vrai qu'on parlait de l'intergénérationnel tout au long de cette rencontre. Le fait d'être allé avec les étudiants de l'école d'art d'Aix à Chambéry, pour certains, en fait, dans le groupe, c'était la première fois qu'ils rentraient dans un EHPAD. Moi, j'ai fait en sorte d'organiser un repas commun, parce que souvent, quand on a un gros groupe comme ça, pour faciliter, ils nous mettent dans la salle polyvalente. Moi, j'avais dit non, vraiment, je voudrais vraiment manger avec les vieux, s'il vous plaît. Mais c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a tout un cheminement de prise de médicaments. Quand le personnel arrive, elle sait immédiatement par rapport au plan de table où, donc, en fait, ça génère... C'est rien, mais c'est pour vous expliquer qu'aussi créer des projets dans ces environnements-là nécessite de vraiment prendre en compte les contraintes. Et en fait, on a réussi, on a fait 2 tables de banquet où on était intercalés, comme c'était magnifique. Et en fait, à la fin, au café, personne ne voulait partir. Comme quoi, c'est-à-dire écrire une situation fait aussi partie d'un acte aujourd'hui que je revendique comme artistique, comme celui-là. Et en fait, être proche des corps comme ça a été très impressionnant, mais en même temps, ils ont pu aussi relativiser. Et en fait, la première... les réactions aussi qui ont été... Mais c'est bien, mais ils sont bien. C'est bien ici. Enfin, en fait, c'est-à-dire tout l'imaginaire, et c'est normal, puisqu'il y a eu des tas d'études qui ont montré comment... Malheureusement, il y avait une forme de négligence, voire même de maltraitance dans ces établissements-là. Ces projets permettent aussi de relativiser ça, et ça a fait aussi beaucoup de bien à la maison de retraite, puisque nous, on a l'avantage d'être quand même très médiatisés par l'activité de Mohamed, donc du coup, ça a aussi permis en fait de donner un autre visage à l'EHPAD, et je crois que c'est aussi... capital, et ça m'a aussi ému de voir ces étudiants qui après coup étaient rassurés. Alors c'en est un exemple que parmi un autre, hein, mais ça existe aussi des conditions de vie et de soins qui sont dignes. Michel, on est bien à la maison de retraite ? Ah oui, moi je commence à être bien ici en maison de retraite. Ça fait 8 ans que j'y suis dans la même, mais je crois que la vie a commencé là. Bonjour. En fait, je suis un étudiant en musicologie, donc je suis en train d'avoir un projet professionnel
c'est un projet ça s'appelle Harmonie des générations. Donc, c'est un événement qui se compose d'une visite guidée avec les âgés et les jeunes, visite guidée au musée. Et la deuxième partie, c'est d'avoir une initiation des théâtres avec les deux générations. C'est très important d'avoir ce type des actions. Et je peux proposer aussi, puisqu'on est des étudiants en musicologie, on peut présenter des projets culturels à la maison dans la maison, et voilà. Et c'est très important pour nous de présenter des projets culturels, artistiques, avec des danseurs, avec même des gens au théâtre. Donc voilà. Merci. Nous, on est partant pour tout. Je crois qu'on va se renommer le centre d'expérience culturelle et plus le centre Roger Duquesne. N'hésitez pas à venir me voir, je vous donne mon contact. Toujours une permanence. Bonjour. Alors déjà, je tenais à vous remercier tous parce que c'est pas forcément une thématique auquel on est tous sensibilisés, auquel on est tous familiers. Enfin, moi, je le vois personnellement, je suis pas du tout acclimaté à tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant, très touchant, très inspirant, en fait, de vous entendre parler sur ces projets. Et j'avais une petite question pour Michel. Alors, je tenais à vous rassurer sur votre voix qui est très très bien. Ne vous inquiétez pas, elle est très jolie. Si vous aviez peut-être, dans ces expériences de projet menées dans votre maison, un moment en particulier qui vous est extrêmement précieux, un souvenir comme ça qui vous vient, pour peut-être un petit peu clôturer cette table ronde. J'aimerais beaucoup vous entendre partager ce moment. Alors je pense qu'il y en a plein, mais oui, il y a peut-être un. Moments, effectivement, oui. Je crois que j'ai bien aimé le moment où Frédéric, le pianiste, est venu. Ça nous a tous extrêmement émus. Parce que le pianiste nous a interprété des chansons que l'on voulait entendre sur son piano. Il nous a laissé la latitude de penser à une chanson qui nous avait particulièrement touchés. Et Frédéric a donc pris soin de nous proposer l'air que nous préférions. Et tout le monde a été content de ces instants. Alors voilà. Autrement, il y a eu beaucoup d'autres moments qui nous ont intéressés. Il n'y a pas que le pianiste, les chanteurs qui sont venus individuellement, les petits rappeurs qui ont fait intéresser les gens à leur pratique de ce chanteur. Enfin, c'est bien. Et puis, nous avons aussi d'autres moments d'intérêt avec une chanteuse qui est venue qui s'appelle, je crois, comment elle s'appelait cette chanson, Morgane, il y a eu Morgane, oui. On les a tous invités à revenir le plus vite possible pour les écouter à nouveau et voir s'ils avaient progressé dans leur façon de s'exprimer. Ouais. On leur fait on reste toujours en contact avec eux. S'ils veulent revenir, ils sont les bienvenus. Pour faire un lien aussi avec la musique, c'est vrai que c'est une porte d'entrée en général qui est assez facile. Nous, on a fait un projet autour de ça, notamment avec le plasticien qui s'appelle Théo Mercier. Et je ne sais pas si certains voient, mais souvent il y a des espèces de bornes musicales maintenant dans les EHPAD. Je ne sais pas si vous en avez, voilà. Où du coup les résidents peuvent choisir le morceau qu'ils veulent selon un catalogue. Et souvent c'est un lieu qui rassemble beaucoup. Un lieu de passage, je sais pas, vous, en fonction de là où il est situé. Alors, un lieu de passage et un lieu de dispute aussi. Ah, non. Oui, parce qu'ils sont pas d'accord sur les choix musicaux. Ça oui. Un lieu de vie avec toute la complexité de la vie, et la dispute fait partie de la vie. Et Théo, il est venu faire un espèce de blind test, en fait, sur de la musique, et voir un peu ce qui était encore là dans la mémoire présente des paroles et des airs et des chansons, parce que ça vient aussi parler d'une génération, forcément. Et puis souvent, parce qu'on a un peu l'image désuète de et encore véhiculer tout un répertoire mais désuet, quoi. Moi, ma grand-mère, elle était du temps des Beatles, quoi. Et quand on voit des fois les activités qui sont proposées en EHPAD, c'est vraiment avec des chants qui sont mais en dehors de cette génération-là.
parce que ça parle de notre imaginaire sur la vieillesse. Bref. Et Théo Mercier a travaillé là-dessus. Il en a extrait, du coup, toi, tu l'as vu, son travail de fresque sur... T'étais au tout début. Et ben, si vous allez sur le site du projet, vous verrez, il a extrait en fait certains refrains qui sont ressortis et il en a fait des fresques monumentales sur la façade de l'EHPAD. Donc il y a Ne me quitte pas, Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais, Retiens la nuit. Et en fait, voilà, ça a reconfiguré tout l'espace extérieur à partir des refrains des résidents. Voilà, pour un autre rapport musical qui prend une autre forme. Oui, et je confirme que la musique, ils aiment un peu de tout. J'ai une grande fan de Kenji à la maison de retraite. J'ai une résidente qui aime bien chanter sapé comme jamais. On s'amuse assez bien et ils écoutent un peu de tout. Et c'est assez rigolo. Et donc, Michel qui aime le rap. Et oui, c'est pas que j'ai appris à l'aimer, j'écoutais déjà du rap avant de venir en maison de retraite finalement. Et de temps en temps, il m'arrivait d'écouter des airs de rap, ça m'a tout de suite intéressé, surtout dans les textes évidemment, parce que le rap comme ça, j'aime écouter le texte du rap, savoir ce que ça veut dire, savoir ce que les gens ont à dire sur une musique bizarre, mais qui peut intéresser. Bonjour, moi c'est Emma, j'ai le micro, voilà. Parce que mes camarades m'ont poussé un petit peu à prendre le micro, mais c'est bien, il faut que je le prenne. Moi je suis en M1, donc rassurez-vous, il y a certaines personnes qui ont un projet intergénérationnel, dont moi, qui s'appelle DJ Pad. Voilà, ça me permet de faire un petit lien avec la musique. Nous, l'année prochaine, on veut donc mener ce projet dans des maisons de retraite, en EHPAD. Voilà. Donc on voudrait travailler autour de la musique électronique, on voudrait faire des ateliers donc de pratique de musique électronique en reprenant des titres que les résidents aiment bien, pour les remixer, pour travailler toute la musique électronique, écouter, partager. Voilà, ça reste encore un peu flou, hein, on n'est que en M1. Mais si jamais vous êtes intéressés, ben moi aussi. Oui, on est intéressés. Bon bah super. Et pour les M1, je recrute des personnes pour venir mener à bien ce projet. Voilà, donc merci pour vos interventions. Moi j'ai trouvé des réponses à mes questions et ça me motive encore plus de vous avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou on rediscute de tout ça à table entre nous, on monte des projets, voilà. Non, vous dire aussi que on l'a un tout petit peu abordé quand on a discuté avec Oran, mais voilà, la porte est ouverte, je pense, par rapport à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Je pense qu'il y a des choses à faire ensemble. Voilà, je sais pas encore comment, puisque de toute façon tout est expérimental et se fait à partir des rencontres comme on se l'est dit, donc ça serait trop bête, je pense, qu'on rate des occasions de travailler ensemble sur un projet comme celui-là. Voilà, n'hésitez pas, on reste en contact. Encore merci, et puis on vous souhaite un bon appétit. On se retrouve cet après-midi pour une mise en application de tout ce qui a été dit ce matin.